Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD. Nous sommes toujours sur la lecture dans toute puissance. Nous sommes à un nouveau chapitre. Bien sûr, nous sommes toujours dans la grande partie, très très grosse partie, des personnes qui sont d'une qualité, on va dire, discutable dans la société. Donc toutes les personnes d'extrême droite, fonctionnement poussant à la hiérarchisation que ce soit sur la race, le genre, ou je ne sais quel autre élément. On est toujours donc sur des personnalités qui peuvent être extrêmement et qui sont extrêmement oppressives dans nos sociétés. Mais nous passons sur une partie qui est un peu positive, puisque nous arrivons à la partie quête. Faire émerger les orientations autonomes, se libérer de l'orientation contrôlée, faire sortir de l'orientation impersonnelle. Autrement dit, comment amener les personnes. Oui, évidemment. Désolé, il fallait que je teste. Non, mais ça se tient, ça se comprend. Et puis finalement, c'est un peu raccord, hein, parce qu'on a quand même constaté que de manière malheureusement assez prégnante, les personnalités plutôt axées extrême droite, racisme, xénophobe et ainsi de suite, sont généralement assez présentes dans tout ce qui est force de l'ordre. Justement parce que il faut bien comprendre qu'en gros, vous avez deux types de personnalités. Donc pour toi qui as vu la VOD d'avant, bon, c'est assez frais normalement. Mais pour ceux qui sont sur le chat et qui n'ont pas forcément vu les précédentes lectures, en gros, vous avez deux grands types de personnalités qui peuvent se rejoindre. D'ailleurs, hein, une personne peut avoir les deux types, les deux scores. Vous avez d'un côté les personnes qui sont dites SDO. L'orientation à la dominance sociale, ce sont les personnes qui estiment qu'ils doivent être au-dessus des autres, que les autres doivent l'écouter, qu'ils sont un peu l'élu. De manière assez prégnante, ce sont, d'après les mesures qui ont été faites, des personnes blanches, hétéronormées, cis, hommes dans nos sociétés occidentales et généralement bourgeois. La très grande majorité des personnes SDO sont sur ces profils-là, donc on est sur voilà, l'archétype, hein, qui craint. Et derrière, vous avez les autres personnalités qui sont les RWA, le right-wing autoritarisme, l'autoritarisme de droite, qui est la plus grande majeure partie des personnes qui font partie de tout ce qui est justement, on va dire, les personnes d'extrême droite, xénophobes et ce genre de choses. Il y a finalement relativement peu de SDO. Même s'il y en a relativement peu. Et donc ces personnes-là, en fait, les RWA, les personnes à l'autoritarisme de droite, sont notamment des personnes qui suivent, en fait. Ce sont des personnes qui ont besoin qu'il y ait de l'ordre. Ce sont des personnes qui vivent avec notamment des croyances comme le fait que le monde est violent, le monde fait peur, le monde va t'attaquer. Et donc, puisque le monde fait peur, le monde va t'attaquer, le monde est méchant, alors il faut mettre en place de l'ordre. Donc, notamment, ce sont des personnes qui vont rejoindre tout ce qui va être les forces de l'ordre, ce qui vient assez logiquement, hein, dans la suite. Tout simplement, ils vont aller vers des métiers, par exemple, qui vont permettre de contrôler cette peur de l'inconnu, cette peur du monde, venir donner un cadre dedans, parce que ça leur permet de se rassurer. Est-ce que, mais est-ce qu'un mode violent est compatible avec la croyance dans un monde juste? Oui, en soi, parce que en vrai, tu peux avoir un fonctionnement violent en t'estimant justement que comme le monde est juste, il faut replacer, on va dire dans le bon chemin, les gens qui en sortent. Donc je vois pas pourquoi, même si tu as la croyance en un monde juste et un monde, plus qu'un monde juste peut-être, en un monde, on va dire non dangereux, pourquoi est-ce que tu serais forcément pas dans la violence? Je vois pas pourquoi ça viendrait. Tu peux tout à fait avoir une orientation qui va te pousser à la violence, alors même que tu n'as pas la croyance en un monde violent, en un monde dangereux. Pour moi, ça me semble pas incompatible. Là, comme ça, j'ai pas forcément d'études qui me viennent en tête. Je réfléchis, mais là, comme ça, il n'y a pas non plus d'éléments dans le bouquin qu'on a vu qui en parlaient spécialement. Mais je vois pas pourquoi ça serait incompatible. On a déjà vu des gens qui, sur certains aspects, sont, on va dire, progressistes, ou en tout cas très dans le social et compagnie, et pourtant à côté d'être d'une oppression et d'une violence assez effarante, en fait. Et qui ne vont pas forcément croire que le monde est dangereux, violent, mais plus parce que pour eux, il faut rentrer dans le bon chemin, en fait. Tu peux tout à fait avoir besoin de l'ordre, comme, enfin, d'avoir un profil RWA, d'autoritarisme de droite, sans forcément, je pense, rentrer dans la violence. Enfin, je vois deux réactions face au monde violent, la bastion assiégée ou la barricade. Ouais, ouais. Donc moi je vois pas pour moi c'est pas forcément incompatible. C'est pas forcément incompatible. Je vous le rappelle, puisque nous sommes en début de VOD, vous n'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou dans les commentaires, à rajouter justement un
commentaires. S'il y a un élément qui vous parle, si ça vous fait écho à quelque chose, si vous avez une question, vous n'hésitez pas. C'est fait pour. On est là pour apprendre ensemble, pour échanger ensemble. Donc, n'hésitez point, absolument point. Et on est parti. 4. Faire émerger les orientations autonomes, se libérer de l'orientation contrôlée, faire sortir de l'orientation impersonnelle. Les personnes développeraient des orientations plus ou moins sources d'épanouissement et de développement futur. Et ces orientations auraient émergé suite au sapage, au nourrissement ou à la frustration des besoins fondamentaux. Et le style contrôlant ou autonomisant des environnements sociaux. L'autodéterminateur valoriserait donc, au travers des environnements sociaux qu'il crée ou dans lesquels il est acteur, le nourrissement des besoins fondamentaux et la valorisation des aspirations intrinsèques. Ce qui ferait émerger des orientations autonomes, estomperait progressivement les orientations impersonnelles, contrôlées. Tout le monde dans l'environnement social en serait plus épanoui. L'environnement social pourrait évoluer favorablement, car les personnes y exerceraient leur autonomie, verraient des possibilités nouvelles, pourraient exercer des formes de créativité en percevant mieux comment améliorer les choses, comment les recadrer, pour qu'elles soient plus profitables, comment régler les problèmes, etc. Bon, là on est sur un début de chapitre où en gros on remet un peu les trucs à plat. Euh, pour faire très simple, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi avant ou qui ont un peu oublié si vous êtes sur les VOD et que ça commence à dater, en gros, l'orientation, on va dire, vers personnel ou impersonnel, contrôlé. En gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est que c'est votre manière d'aborder les choses. Est-ce que vous pensez que tout est cadré et qu'on attend une réponse de vous et du coup vous donnez la réponse qu'on attend de vous, qu'elle ce soit vrai ou pas, hein. Encore une fois, d'ailleurs, on avait vu un paragraphe, enfin pas paragraphe, un chapitre où on montrait bien que il est tout à fait possible que les personnes en face de vous essayent de vous donner un cadre justement non contrôlé, et pour autant, les personnes, du fait de leur courbe d'évolution, du fait des contextes auxquels ils avaient été présentés auparavant, ont une orientation contrôlée et vont donc du coup traduire toutes les demandes, toutes les possibilités en face d'eux comme étant en fait justement des injonctions et comme étant contrôlées, alors même que justement ils sont dans un cadre qui pour une fois n'est pas contrôlé. Donc encore une fois, l'orientation, c'est votre manière d'aborder et de traduire ce qu'on vous envoie, si vous voyez un peu l'idée. Et malheureusement, vous pouvez notamment mal traduire. Dans un cas comme dans l'autre, hein, vous pouvez avoir aussi le cas où l'environnement est très contrôlé et pour autant avoir une orientation qui est non contrôlée parce que jusqu'à présent, vous avez toujours appris à faire à votre sauce, en gros. Et du coup, même si là, on vous dit non, non, tu dois aller dans cette direction et fermer ta gueule, bah finalement, tu peux tout à fait te dire oui, mais en fait, Osef, je prends ça comme fais ce que tu veux. C'est possible, c'est possible. Donc toujours est-il que donc là on remet un petit peu les choses à plat, on remet un petit peu le fait que concrètement on est influencé par le contexte, on est influencé par notre manière d'aborder les choses et que du coup si on arrive dans une dynamique où nous ou une personne autour de nous va nous pousser notamment à l'autodétermination et donc va donc tout simplement mettre en place des espaces, des contextes non contrôlés où du coup on va pouvoir se réaliser, faire ce qui nous plaît, ce qui nous parle, sans être poussé dans une direction en particulier, ça peut permettre au fur et à mesure justement de toucher les autres, de leur permettre aussi de sortir d'un environnement contrôlé, de sortir d'une orientation contrôlée, et de se pousser les uns et les autres au fur et à mesure de plus en plus vers de l'autodétermination, vers des cadres où l'autonomie est présente, où elle est favorable et favorisée, ce qui permet encore une fois au fur et à mesure de toucher de plus en plus de monde et de valoriser tout ça, et notamment de faire évoluer du coup les contextes, puisque le contexte de base finalement a été mis en place par une personne en particulier, mais du fait de l'intervention des différentes personnes qui vont pouvoir rajouter des choses, puisque du coup c'est un contexte ouvert, ce contexte peut peu à peu se modifier, se changer, s'ouvrir. Euh, Mes 14 en philo me permettent pas de comprendre ce livre, mais au KLM c'est bien. Alors là on n'est pas sur la philosophie, là on est vraiment sur la science humaine et sociale, hein. Je suis pointilleux sur ça, parce que justement la philosophie n'est pas forcément grand chose à voir, dans le sens où la philosophie ne se base pas forcément sur des éléments scientifiques, sur des éléments on va dire travaillés d'études, voilà. Euh, on est vraiment sur l'idée que là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là où finalement la philosophie, on va se poser des questions, mais pour se poser un peu des questions, pour faire réfléchir, mais sans forcément venir travailler ces questions-là tant que ça. Là, on est vraiment on va poser un cadre, on va aller chercher dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui tient ça,
comment est-ce que ça fonctionne et ainsi de suite. Et là, notamment, tous ces éléments-là, en fait, c'est vraiment issu des études qui ont été faites. On n'est pas du tout sur je me pose la question, moi, Jean-Michel Gros Cerveau, qui a un doctorat en philosophie. Si vous pensez normalement à BHL à ce moment-là, c'est normal. En vrai, je comprends pas plus que la socialisation primaire et déterminisme social. Ok. Et coucou Soso, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Pensez à vous hydrater et à prendre vos médicaments si vous en avez. Bande de gens sympas, c'est vrai. C'est important, c'est important. On voit bien les personnes trans en début de transition avec une orientation contrôlée. Quand on leur dit qu'on peut faire comme on veut, elles demandent mais sinon concrètement on doit faire quoi, dans quel ordre en vrai? Mais oui, mais oui, mais oui, c'est ça. BHL, pas lui. Ouais, ouais, non, hein, pas lui. Hein. Mais BHL, c'est un très très bon exemple de Jean-Michel Gros Cerveau. J'ai un doctorat en philo. Il est là en train de te dire ah qu'est-ce que je réfléchis bien et tout. Et en fait, si tu lui demandes concrètement à quoi ça correspond, qu'est-ce que dans la vie en fait là on fait, il n'a pas de réponse en fait parce qu'il n'en sait rien. Il pose des gros questions pour faire genre je réfléchis trop. Ah mon gros cerveau. Oui, très bien, mais en fait derrière ton gros cerveau il y a quoi? Bah, il y a rien en fait, il y a du flan, un bon gros flan qui gigote et qui fait rien d'autre quoi. C'est vraiment, son cerveau, c'est de la gelée, hein. Je suis un peu attaquant là quand même sur lui, mais bon, on est sur des problématiques, en fait, sur des thématiques qui sont vides de sens et qui n'apportent rien quoi. BHL, je crois que le mieux qu'on peut en faire, c'est des mèmes. Ouais, 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 clairement. Là, on est vraiment sur des thématiques où en fait, on n'est pas juste sur de la réflexion et notamment sur la construction d'ego, parce qu'il y a aussi un peu une construction d'ego avec tout ce qui va être, en tout cas, un certain nombre de personnes en philosophie, même si je crache pas sur la philosophie en tant que telle, hein, qu'on soit d'accord, il y a plein de personnes qui font des trucs très intéressants en philosophie, et c'est tout à fait pertinent, mais on n'est quand même pas sur les mêmes dynamiques. Personnellement, je trouve que les dynamiques qui sont là sont très intéressantes. J'ai pris éthique et donc philo comme matière. Ça pense de façon totalement différente des sciences humaines. Passer de l'un à l'autre fait mal au crâne. Oui, 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 c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Le truc, c'est que je pense que la philosophie peut être et est tout à fait pertinente. Elle apporte des pistes de recherche qui sont très intéressantes. Et notamment, j'avais un enseignant qui disait une phrase que je trouvais assez intéressante, en vrai, que je trouvais assez jolie. Il disait la philosophie est là pour se poser des questions que les sciences humaines et sociales, par exemple, mais pas que, vont venir essayer de répondre. Et je trouvais que c'était assez vrai, en vrai. La philosophie, tu es là pour te poser des questions sur des trucs où tu vas pas forcément te poser de questions à la base. Et du coup, c'est vraiment son travail là, je trouve, assez régulièrement. C'est vraiment le travail de la philosophie, c'est de se dire, bah en fait, on n'a jamais spécialement regardé par là, est-ce que c'est pas pertinent de regarder par là? Et une fois que c'est fait, ils vont passer à une autre question sur autre chose. C'est pas leur boulot à eux de forcément venir apporter une réponse à ça. Par contre, les sciences, les différents types de sciences qu'il y a, que ce soit sciences humaines et sociales qui sont déjà assez larges, ou d'autres, ça peut être pertinent justement d'aller prendre cette question-là et de se dire bon bah maintenant on a cette jolie question qui est apparue, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Est-ce qu'on n'irait pas creuser derrière? Est-ce que finalement on n'irait pas se demander vraiment est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et qui vont aller tester sur le terrain ces questionnements-là, qui vont essayer de voir en fait qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain avec ces éléments-là. Et je trouve que c'est assez vrai, en vrai. Je trouve que ça tape plutôt bien. Et c'est un peu ça, là on est vraiment dans cette question de, bon, on a constaté que être d'extrême droite, c'était nul à chier. Il y a eu beaucoup de questions philosophiques, on va dire, sur est-ce que c'est bien ou pas de faire des distinctions de race, des distinctions de genre. Bon, globalement, même les philosophes se disent que non, ça n'a pas l'air ouf hein, de faire des distinctions comme ça. C'est débile. De faire une hiérarchie, ça a l'air pas très très bien. Mais du coup, concrètement, du point de vue des fonctionnements des sciences humaines et sociales, on s'est dit, bon, bah, on va enquêter sur ça. On va voir comment ça fonctionne, comment ça se fait qu'il y a ces schémas-là qui se mettent en place. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent avec cette croyance que il faut faire des hiérarchies, que les femmes sont en dessous, que les noirs sont des sous-humains, ou je ne sais quelle autre croyance du même genre, où ils vont mettre voilà, une hiérarchie en place. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont ces croyances-là? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont ces croyances-là? Et surtout, sur quoi ça tient? Comment ça se construit? Comment ça se maintient? Et éventuellement, comment est-ce qu'on peut changer ça? Et là, on est vraiment sur ces éléments-là où on a ces réponses-là, on les a eues, ça y est, on sait comment ça se construit, comment ça se maintient, pourquoi ça se construit, pourquoi ça se maintient. Maintenant, on en est à, bah, on a ça comme élément, on le change comment? Comment est-ce qu'on va vers des fonctionnements beaucoup plus positifs? Comment est-ce qu'on va vers des comportements d'entraide? Comment est-ce qu'on va vers des comportements et des fonctionnements qui vont rassurer? Et bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oh, GG. Je continue du coup. L'orientation d'autrui ne pourrait donc pas être changée.
en agissant directement sur elles, contrairement aux aspirations intrinsèques qui peuvent être inspirées pour des activités. Par exemple, l'orientation contrôlée peut persister dans un contexte de nourrissement de l'autonomie, quand bien même l'autonomie y est proposée et que la structure en prend soin réellement. Lorsque l'orientation contrôlée est en duo avec un fort RWA, donc autoritarisme de droite, un fort SDO, orientation à dominance sociale, ou alors que les deux sont élevés, on peut s'attendre à des défis supplémentaires, car ces caractéristiques renforcent l'orientation contrôlée, l'orientation renforce le RWA et le SDO. Là, concrètement, on revient un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Même dans le cas où votre cadre il est purement autonome, si la personne est issue justement malheureusement d'un cadre qui n'était pas autonome, dans un cadre qui était contrôlé, alors malheureusement, même dans ce cadre-là, elle va continuer à avoir un fonctionnement contrôlé. Elle va continuer à avoir une orientation contrôlée. Et c'est d'autant plus présent si la personne a des hauts scores, donc à l'autoritarisme de droite et à l'orientation à la dominance sociale. Parce que avoir un haut score en RWA ou en SDO, ça traduit un certain fonctionnement qui est notamment plutôt oppressif, plutôt vénère, on va dire, qui notamment est généralement sur une orientation très contrôlée, enfin même pas très contrôlée, qui est dans une orientation contrôlée. Et donc du coup, forcément, puisque ça va ensemble, j'ai plus le terme, quand ça va dans le même sens, c'est qu'il y a une, pas connivence, ah, je l'ai plus. Quand vous avez deux courbes qui grandissent ensemble, c'est un lien de causalité, je crois. Non, pas causalité, corrélation. Convergence, corrélation, voilà. C'est corrélation que le mot que je cherchais. Il y a une corrélation forte, donc forcément, puisqu'il y a une corrélation, bah, vous constatez que, bah oui, mon Dieu, c'est beaucoup plus difficile, parce que du coup, son RWA, donc il y a corrélation avec avec l'orientation contrôlée, donc forcément, c'est compliqué de sortir de l'orientation contrôlée, quoi. Enfin voilà, ça fait sens. Comme je vous l'ai dit, en plus de ça, le RWA et le SDO peuvent être tous les deux au score chez une personne. Et alors là, vous êtes avec le bingo exceptionnel, hein, parce que du coup, non seulement vous avez la croyance absolue que vous êtes au-dessus des autres, qu'il faut vous respecter, que les autres doivent vous écouter, que vous avez raison, que les autres ont forcément tort, mais en plus, vous venez rajouter le fait que vous êtes absolument persuadé que le monde est violent, le monde est dangereux, qu'il faut absolument mettre de l'ordre, et que des groupes sociaux méritent d'être au-dessus, et des groupes sociaux méritent d'être en dessous. Donc là, vraiment, vous êtes sur une personnalité qui est extrêmement violente, et qui est extrêmement contrôlée, puisque vraiment, tout dans votre vision des choses va impliquer le fait qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait à la fois une hiérarchie, mais à la fois un ordre respecté, hein, et à respecter, et à faire respecter. Donc on est vraiment sur des moments où c'est très compliqué. Là, le livre qui dit qu'il y a des défis supplémentaires, oui, on va dire défi, mais ouais, c'est mastoc, hein, faut y aller, hein, faut vraiment y aller. Sachez qu'un RWA, on peut réussir à avoir une influence dessus. On l'a déjà vu plus tôt dans le livre, dans les différentes études qui ont été faites, qui ont été présentées, parce que le RWA, finalement, ce n'est qu'une croyance que le monde est violent, et que parce que le monde est violent, alors les personnes en ont peur, et comme les personnes en ont peur, vont chercher une réponse qui est l'ordre. Mais en soi, si vous arrivez à casser la croyance que la personne est dans un monde dangereux, bah en fait c'est bon, ça suffit en soi. Donc ça se casse relativement facilement. Relativement facilement. On avait vu notamment le profil de certaines personnes qui étaient dans des milieux d'extrême droite et qui vous disaient bah avant je croyais que tout le monde était violent, je croyais que si je sortais je me faisais attaquer, notamment par les étrangers et ainsi de suite. Et après il vous a dit bah en fait à un moment donné dans mes études je me suis retrouvé à voyager. Je me suis retrouvé à voyager, je me suis retrouvé en Inde, je me suis retrouvé à tel endroit avec plein de gens très différents et qui étaient normalement les gens desquels j'avais une mauvaise image. Et en fait, en les côtoyant, en vivant avec eux, et en plus de ça, du coup, en ne vivant plus avec les personnes qui avaient les mêmes croyances que lui à la base, donc tout le bassin, on va dire, familial, amical, qui partageait ces idées d'extrême droite et ainsi de suite, en vivant dans cet autre bassin social, totalement différent, et qui était du coup le bassin social qui lui faisait peur, il s'est rendu compte que c'était faux. Il s'est rendu compte que c'était qu'une croyance. Et du fait, ses croyances à lui, d'extrême droite, se sont cassées. Ses croyances violentes, ses croyances en autoritarisme de droite sont complètement fissurées et ont volé en éclats. Et lui-même le dit, mais en fait, le témoignage, alors j'ai plus les mots exacts, il faudra retourner dans les anciennes VOD ou un peu plus tôt, mais le témoignage qui avait été dit, c'est en vivant avec les personnes, je me suis rendu compte que mes croyances n'étaient que ça, et du coup, en me confrontant au réel, je vois que ça n'a aucun sens. Et qu'il disait même, il faudrait que d'autres personnes comme moi aillent le faire en fait, parce que tu te rends compte
par le constat d'y être que bah, ça n'a aucun sens en fait, ces croyances-là, cette peur-là. Donc ça se casse, ça se modifie. Le SDO, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que le SDO, vous êtes sur une personnalité qui croit qu'il est au-dessus, qui croit qu'il est l'espèce d'élu divin du cul. Et du coup, en plus de ça, le SDO est très fortement corrélé au fait d'avoir un très haut niveau de vie, d'être un homme blanc, hétéro, cis, et ainsi de suite. Donc du coup, vous vous retrouvez généralement avec des personnes qui ont globalement tous les avantages du monde. Et pour pouvoir casser ces fonctionnements-là, vous aviez V6 qui était passé dans le chat, notamment, je crois que c'était la semaine dernière, non pas la semaine dernière, la semaine d'avant encore. Elle était passée dans le chat et on en avait parlé justement un petit peu parce qu'on était en place sur ce passage-là. Globalement, pour casser un SDO, le truc le plus efficace, et c'est pas forcément très efficace, le truc le plus efficace, c'est que le SDO se retrouve à la rue, abandonné de tous, dans la grosse merde. Parce que tant qu'il aura tous ces éléments qui continuent, on va dire, à le valider dans son fonctionnement, il va continuer à croire et à être persuadé qu'il est l'élu sur Terre, puisqu'il continuera à être une personne riche, puisqu'il continuera à être une personne à qui tout réussit plus ou moins, il continuera à être la personne qui ne subit pas d'agression dans la rue, et ainsi de suite. Donc en fait, tant que tous ces éléments-là, toutes ces oppressions qu'il ne vit pas, du fait même que justement, il est la personne qui ne vit pas ces oppressions dans nos sociétés à nous, occidentales, bah, il peut pas remettre en question ce mode de fonctionnement. Même si tu viens lui dire, bah non, constate bien que c'est de la merde, il n'y croit pas. Il ne pourra pas y croire parce que tous les éléments de sa vie viennent confirmer constamment que si tu as raison, tu es au-dessus des autres. Ce qui est logique, encore une fois, les SDO sont très fortement corrélés à la position de domination dans nos sociétés. Donc partant de là, c'est compliqué de réussir à lui montrer, en fait, parce qu'il ne pourra pas se transposer à la place des autres personnes. En plus, on avait constaté également avec certaines études que les SDO peuvent assez facilement avoir des problèmes au niveau empathique. Parce que justement, ils n'ont pas une construction sociale qui les pousse à avoir de l'empathie. Alors, on n'est pas du tout sur des personnes qui sont malades, hein, on le rappelle, on avait déjà fait un focus dessus, mais les SDO ne sont pas des personnalités qui sont malades, hein, ils n'ont pas une impossibilité à avoir de l'empathie, mais ils ont un apprentissage social, du fait même des tranches de société dans lesquelles ils vivent, qui ne les pousse pas à développer leur empathie, et surtout qui ne pousse pas à développer de l'empathie pour des classes sociales différentes. Ce qui fait que concrètement, dans la vie de tous les jours, ce sont des gens qui manquent énormément d'empathie envers une grande majorité des personnes. Encore une fois, c'est pas un manque qui vient d'une comment dire d'un problème psychique ou autre. Hein. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie mentale ou quoi que ce soit. C'est un apprentissage social. On ne leur a pas appris à faire ça. Donc, comme on leur a pas appris à faire ça, ils ne savent pas le faire. C'est assez cohérent. Et du coup, bah derrière, pour pouvoir justement casser ces dynamiques-là, demanderait qu'ils puissent faire preuve d'empathie, puisque ça demanderait qu'ils puissent se mettre à la place des personnes qui souffrent, qui sont en oppression. Or, comme ils n'ont pas justement ce mécanisme d'empathie inculqué, et que du coup ils ne le pratiquent pas, ou très rarement, ils ne sont pas capables de se transposer à la place des personnes qui sont en position justement d'oppression, et donc ils ne peuvent pas remettre en question leur mode de construction. C'est pour ça que vraiment, si en plus de ça, vous venez corréler les deux, vous avez à la fois le haut score RWA et un haut score SDO, là c'est d'une très grande complexité, et je pense que le mot de défi est un peu léger. C'est un peu léger. Je continue le texte. On peut néanmoins aider à susciter une orientation autonome en appuyant toujours sur les possibilités liées à ce qu'on transmet, propose ou lorsqu'on répond à une interrogation, à un problème ou à une difficulté. Et bonjour Red Bull, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Cependant, il y a des défis assez inédits dans cette quête. En tant que développeur, concepteur, superviseur d'un environnement social, bonjour. Voilà, ça c'est Red Bull. Il s'est arrivé avec classe, distinction, Bonjour, c'est calme. moi, c'est Philippe Poutou. Non, mais c'est très bien. Hein. Tu as ta propre alerte, c'est pas sans raison. Hein, Red Bull, c'est ton alerte, c'est ton arrivée. C'est normal. Nous validons. Nous sommes d'accord. Tous autant que nous sommes d'accord. C'est ton arrivée, tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit. Quand tu parles, j'ai l'impression que les gens deviennent rapidement hyper spécialisés dans l'environnement social dans lequel ils évoluent. Oui, oui, c'est le principe. C'est pour ça d'ailleurs que souvent vous avez le constat que quand vous changez de milieu social ou quoi, assez régulièrement, les gens vont adopter des fonctionnements adaptés à leur nouveau milieu social. En fait, tu peux mettre un Crab Rave, envoie-le en MP, envoie-le moi en MP Soso.
faudrait que je le fasse, faudrait que j'en rajoute. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas rajouté des alertes privées, des alertes d'arrivée. Mais envoie-moi ça en privé, je te ferai ça. Mais du coup, pour reprendre, Axel, oui, carrément. En fait, faut pas oublier un élément. Souvent, hein, vous avez cet petit oubli que l'espèce humaine est une espèce qui est une espèce sociale. L'espèce humaine est une espèce qui n'est pas faite pour être un individu tout seul, éloigné des autres, dans, comment dire, dans le combat et compagnie. Non, toutes les études qu'on a, les méta-analyses qu'on fait en fait sur le fonctionnement de l'espèce humaine montrent que globalement nous sommes une espèce qui est faite pour être une espèce sociale, pour être dans la coopération, pour être dans l'entraide. On est vraiment sur des fonctionnements qui nous poussent à être les uns avec les autres et notamment adaptés à nos milieux sociaux. Ce qui fait que concrètement, si tu changes d'un milieu social, tu vas très très vite adopter les comportements adaptés. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que déjà si tu arrives dans un nouveau on va dire, registre social, dans un nouveau contexte dans lequel il y a certains codes que tu n'avais pas dans l'ancien, les gens vont le remarquer. Les gens vont avoir un comportement envers toi qui va te faire te sentir que tu n'as pas les codes. Ça, c'est très simple à constater. Vous prenez n'importe quel plateau de télé à la con, où vous avez quelqu'un du peuple random qui vient face à, je sais pas moi, des politiques, admettons. Vous allez tout de suite voir à leur manière de parler qui font bien comprendre à la personne issue du bas peuple que c'est une personne issue du bas peuple. Hein. Vous allez le sentir, vous allez le voir. Et la personne va le voir aussi, hein, à moins d'avoir un problème d'empathie, ce qui est possible en soi. Vous allez très très vite sentir ce que vous renvoient les gens en face. Donc déjà, il y a ça, premier élément qui est basique à prendre en compte, mais on va t'envoyer dans la gueule, tu n'as pas les bons codes. Derrière, du coup, tu vas avoir l'autre élément, tu vas avoir en face de toi les codes puisque tu vas voir les gens de ce milieu-là échanger entre eux. Et du coup, tu vas sentir, en fait, tu vas sentir tout de suite que, tiens, ça c'est bien. Et tu vas sentir que quand tu dis un truc, ça passe pas. Donc, tu vas voir les éléments prégnants, on va dire, qui vont sortir. Et après, troisième thématique, tout simplement, tu vas t'adapter. Tu vas t'adapter parce que tu vas vivre, en fait, avec des actes. Et là, on revient sur tout ce qui est dissonance cognitive. Quand tu as des actes qui ne correspondent pas à tes pensées, généralement, tes pensées vont venir se calquer sur tes actes. Si tu évolues dans un bassin social différent, notamment on va parler de classe sociale, si tu passes d'un statut prolétaire à un statut en termes de fonctionnement, en termes de pognon, en termes d'environnement social, ainsi de suite, plutôt aisé, à ce moment-là, tes actes sont toujours, comme toujours, marquants, sont prégnants, et tes pensées vont venir se conformer à ça. Et donc, peu à peu, tu vas adopter des pensées, et donc des paroles, et ainsi de suite, un comportement, une manière de posture et compagnie, qui vont être adaptés à tes actions de tous les jours. C'est très, très con, mais ça marche bien. Hyper spécialisé, mais quand même flexible, donc oui. Alors oui et non, la flexibilité, ça dépend. Il y a des gens qui sont plus ou moins flexibles que d'autres, et notamment, le problème de la flexibilité va venir du contexte. Si tu es constamment présenté au même bassin à 90% du temps, les 10% du temps où tu seras hors de son bassin, il est relativement peu probable que tu arrives à passer totalement sur le registre adapté à ces 10%. C'est possible en soi, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être beaucoup plus flexibles que d'autres, hein, clairement, mais si la grande majorité du temps tu es dans un certain registre, tu vas avoir du mal à passer sur un second. A contrario, si tu arrives à passer régulièrement d'un contexte à un autre, il y a des chances que du coup tu arrives, et notamment si tu arrives à passer d'un contexte à un autre et qu'il y a plusieurs contextes, pas juste deux, tu vas probablement réussir à développer ta flexibilité justement pour être adapté. Ça, tu le constates avec des gens, par exemple, qui vont travailler dans les relations humaines. Tu as des gens qui, justement, leur taf consiste à évoluer dans différents milieux. Je pense notamment à certains travailleurs sociaux, ce genre de personnes, qui peuvent très très facilement passer d'un côté avec, on va dire, des gens de type cadre supérieur, petit patron, politique, où on attend un certain comportement, à derrière un comportement éventuellement dans des quartiers très défavorisés. Alors défavorisé est un terme qui me plaît pas trop parce que c'est pas vraiment le quartier défavorisé, c'est le quartier laissé à l'abandon en général. Mais bon, vous voyez l'idée quoi. Si on vous envoie en tant que travailleur social sur le terrain à l'échange avec les personnes qu'on a laissées de côté dans nos sociétés, forcément, voilà, quartier des exploités serait plutôt adapté. Tu vas être dans un tout autre registre. A contrario, cette personne-là peut très probablement venir d'un milieu plutôt, on va dire, moyen.
Et donc du coup, avoir, un troisième contexte qui est celui de ses amis, de sa famille, et ainsi de suite, qui est encore différent du premier et du deuxième. Et donc là, en fait, dès ce moment-là, tu vas tomber sur des personnes qui vont, par nécessité, notamment de leur travail, de leur du coup, environnement très flexible, avoir une flexibilité qui va être travaillée. Et donc là, pour le coup, peut-être que tu auras une flexibilité beaucoup plus grande, une adaptabilité beaucoup plus grande, hein, que pour d'autres personnes. Si tu prends des gens comme, je vais prendre l'archétype, si vous prenez quelqu'un comme Macron qui ne évolue que dans le même cercle, que dans le même contexte, même si 10% du temps il va aller dans la foule pour dire: «Oh regardez comme je suis incroyable», vous voyez bien que sa flexibilité à lui, elle est à peu près inexistante, hein. Il y a rien, le principe même de flexibilité, c'est en dehors de ses capacités. Parce que la plupart du temps, il évolue que dans un seul et même cadre, qui est du coup un gros cadre bourgeois dégueulasse. Donc forcément, c'est compliqué les 5 ou 10% du temps où tu vas vite fait parler à quelqu'un, et en plus que ce quelqu'un non seulement n'a pas les codes, mais potentiellement va t'envoyer dans la gueule le fait que bah, tu es en train de lui chier dessus. Euh, tu as encore moins envie d'être flexible derrière finalement. Et ça se comprend, même si ça ne change pas que c'est une grosse merde. Mais voilà, voilà. Il suffit d'aller à la place Vendôme. Oui, le reportage sur la place Vendôme était incroyable, hein. Il était incroyable. J'ai ma 4G qui flanche un peu. Bah, j'espère que ça ira, que du coup tu arriveras quand même à nous entendre. Après, bon, bah, si tu nous abandonnes, j'espère que tu passeras une bonne journée malgré tout quand même. Je vais continuer la lecture parce que je sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai lu tout ça, c'est bon, tac. Cependant, il y a des défis assez inédits dans cette quête en tant que développeur, concepteur, superviseur d'un environnement social. En savoir plus sur les besoins fondamentaux et les aspirations nous donnerait des indices assez clairs pour améliorer l'environnement. Nourrir plus l'autonomie, valoriser les aspirations intrinsèques. Ici, même un environnement social parfaitement conçu pour l'autodétermination de ses acteurs ne réglera peut-être pas pour autant les orientations contrôlées ou impersonnelles des individus. Parce que, peut-être, ils les portent de longue date ou d'autres environnements les replongent continuellement dans ces orientations. Peut-être parce qu'ils sont inconsciemment intégrés comme bons et justes les environnements autoritaires, pseudo-libres. Donc voient les environnements en puissantant comme laxistes, faibles, inadaptés, menaçants, etc. Il y a une vision du monde qui peut amener à rejeter l'autodétermination et toutes ces voies ou façons de faire si nourrissantes. Le changement de milieu et de codes sociaux, c'est pas agréable et je comprends que les gens n'aient pas envie de le faire. Oui, oui, complètement. Ça peut être très violent hein, à vivre. Donc là, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est un élément que j'ai pas forcément rajouté, mais du fait même des constructions et des contextes dans lesquels vous évoluez, vous pouvez voir des milieux qui vont vous pousser à l'autonomie comme étant des ennemis en tant que tels. Non seulement vous allez traduire ce que vous y voyez comme finalement étant des injonctions et compagnie, mais à plus forte raison, le fait de voir un contexte qui est libre, qui vous pousse à être libre, vous allez voir ça comme étant un danger. Vous voyez ça énormément avec tout ce qui va être justement bah, les communautés LGBT. Les communautés LGBT où bah, vous voyez que les gens sont plutôt en train de se réaliser eux-mêmes, en fait, prennent le temps de s'écouter et de se dire bah, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me plaît. Et vous avez beaucoup de gens qui viennent derrière vous dire, hein, du côté notamment des TERF ou autres, des personnes en général transphobes, si on part sur les personnes trans par exemple, mais pas que, qui vont vous dire bah non c'est honteux, vous voyez pas à quel point en fait ils sont contrôlés. Donc déjà ils viennent modifier le fait que justement ils sont dans des environnements libres, ils viennent dire non non en fait ils sont contrôlés, en fait il y a un lobby LGBT, en fait il y a comme une maladie ou je ne sais quoi, ça leur arrive assez souvent de sortir ce genre de propos. Donc déjà ils traduisent en fait selon leur vision du monde le contexte libre en disant bah non en fait c'est pas un contexte libre, c'est un contexte oppressif qui les force et ainsi de suite. Et après ils viennent rajouter d'autres discours un petit peu nuls à chier, comme étonnamment oui mais en fait si on laisse faire ça c'est la fin. Non parce que si on laisse faire ça du coup si tout le monde commence à faire ce qu'ils veulent ça va être l'anarchie, c'est un problème. Bon déjà rigolo parce que l'anarchie en fait c'est pas un problème hein. On soit d'accord, l'anarchie c'est qu'il n'y ait pas un système étatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation, hein. Souvent, on fait le mélange des deux. Anarchie n'est pas un manque d'organisation. Anarchie est un manque de centralisation, hein. Et c'est pas la même chose. Empêcher de centraliser les pouvoirs, c'est empêcher que quelqu'un abuse avec ses pouvoirs.
Ça veut pas dire qu'on fait tout dans tous les sens en mode YOLO. Non, 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 il y a une organisation, il y a une réflexion, il y a un travail de groupe, justement, il y a de l'échange. Vous savez, c'est un truc un peu con, l'échange. Ça permet de comprendre ce que ont besoin, ce que ressentent les autres. Et du coup, de faire des trucs qui correspondent au plus grand nombre, c'est pas trop mal. Bref, vous voyez l'idée. Toujours est-il que, du coup, vous avez après donc, ce discours-là qui va vous dire, bah, du coup, si les gens font tout comme ils veulent, alors à ce moment-là, notamment, il y a des gens qui vont être violents avec d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que pas du tout, justement, les règles de base de ces milieux-là, c'est justement de tu vas te réaliser dans le respect des uns et des autres. Mais ils peuvent pas s'en empêcher de justement venir casser cette vision-là, parce qu'ils ne peuvent pas l'accepter en tant que telle, et qu'on leur a appris que ces milieux-là sont des milieux dangereux pour eux. Donc il faut bien qu'ils y voient une menace, et donc ils y collent des raisons de menace. Je continue à rattraper. Ah, révélation sur les discours anti-LGBT. C'est drôle, j'ai l'impression que les phrases que tu as citées viennent d'un certain Z, mais pas que, pas que. Vous avez énormément de personnes qui ont ces propos-là. Globalement, toutes les personnalités de droite et d'extrême droite, parce qu'on est sur les mêmes thématiques, sur les mêmes fonctionnements, c'est juste qu'ils sont plus ou moins poussés, ont ces discours-là. Ont ces discours-là parce que en fait, à partir du moment où tu vas vers le spectre droit, en fait, tu vas être sur une vision qui va être individualisante. Et déjà, ça, c'est un problème parce qu'on n'est pas un individu éloigné, décroché du reste. Donc déjà avoir une vision du monde qui est individualisante, c'est débile. En fait, factuellement, c'est débile. Et en plus de ça, on est sur des orientations, sur des visions où il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre, justement parce que comme il y a cette vision de l'individu séparé du reste, alors le reste est forcément dangereux, potentiellement dangereux, donc il faut de l'ordre pour calmer ces choses-là. Et la seule différence entre la droite et l'extrême droite, c'est à quel point ils sont enfoncés dans ces mécanismes-là, et que du coup, à quel point est-ce qu'ils vont être notamment violents et oppressifs avec plus ou moins de personnes. En gros, si t'es que de droite, t'as déjà une vision qui va consister à faire des hiérarchies, et donc en soi, t'es déjà sur un fonctionnement qui est pas ouf, on va dire ça comme ça. Mais si tu es vraiment plus axé à droite, donc quand tu vas vers l'extrême droite ou quoi, c'est juste que tu vas taper sur beaucoup plus de personnes. Tu as exactement le même fonctionnement, sauf que à la place de taper sur un ou deux pélos vite fait, tu vas taper en fait sur 25. C'est la grosse différence. Je continue à rattraper. Il n'y a rien de plus à fond dans les règles qu'un anarchiste du moment que les règles ont été décidées collectivement. Mais oui, complètement. Et bonjour Eden, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Pour être exact, l'anarchie, c'est l'absence de chef, l'absence totale d'ordre et d'organisation, c'est l'anomie. Exactement. Exactement. Mais souvent, les gens font l'amalgame en fait. Je connais plein de gens où quand je leur dis moi je suis anarchiste, ils vont te dire ah bon, t'es pour le bordel? Et t'es en mode pas du tout. Jean-Michel, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis qu'il faut pas centraliser les pouvoirs. Ouais, donc t'es pour le bordel. T'as déjà fait un groupe de travail? T'as envie de dire ça des fois. Mais même les gens comme ça, en fait, même si tu leur dis ça, ils comprennent pas. Parce que en soi, quand ils font des groupes de travail, ils ont souvent quelqu'un qui va être mis en position de chef. Et je dis bien position de chef et pas position d'organisateur. Parce que justement, dans nos sociétés, on nous apprend à avoir l'ordre et la hiérarchie. On nous apprend à avoir des chefs. On nous apprend pas à avoir de l'organisation. Et ça c'est tellement à chier, bordel. Mais bon, bref. C'est vrai qu'on devient gay car des messieurs, dames viennent nous dire que regardez, c'est cool d'être discriminé toute sa vie par toutes les communautés. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment le moment où tu as envie de dire ah ouais, ouais, non, franchement, il y a des gens, ils m'ont dit hé, viens avec nous, tu as de grandes chances de crever en te suicidant. Tu vas te faire haïr par tout le monde, tu vas peut-être perdre toutes tes ressources, tu vas peut-être être viré de ton taf, tu as peut-être ta famille qui va te jeter à la rue, mais franchement, viens, c'est trop bien. Et là, tu te dis mais oui, grave. Franchement, allez, chaud. Ça me donne envie. Là, franchement, t'es en train de me dire que je vais vraiment me mettre à peu près tous les tirs possibles tout seul dans l'aile, mais ouais, ça me donne envie. Chaud patate. Vraiment, tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Non, sans déconner. C'est. Ah, il faudrait une alerte. Nous, le bordel, on est pour. Ça sent le lobbying pour des alertes, ça, en soi. Nous, déjà, on a une très très bonne alerte qui a été rajoutée. On a ça comme alerte. Attendez, que je vous la retrouve. Ah oui, non, ça, c'est poulet poulet. On a une alerte qui a été rajoutée tout à l'heure qui est, je pense, c'est très bien, déjà. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Non, je m'en fous aussi. Elle est parfaite, celle-là. Elle est tellement parfaite comme alerte. Elle est parfaite. Je continue la lecture.
Autrement dit, l'environnement social peut effectivement être conçu comme empuisantant. Permettre à beaucoup de développer leur orientation autonome à loisir, possiblement de restaurer des personnes en orientation impersonnelle, mais il ne peut modifier les orientations contrôlées fortement ancrées qui vont voir cet environnement en ennemi et donc le dévaloriser. Inversement, un environnement basé sur le contrôle ou pseudo-libre, comme dans les obstacles vus en ME, peut à la longue détruire progressivement des personnes en orientation autonome pour les mettre en orientation contrôlée ou impersonnelle. A contrario, je viens le redire également, en soi, même dans un environnement qui est avec un fort contrôle, donc pseudo-libre étant un peu plus pernicieux, donc on va rester plutôt sur le contrôle, des environnements qui sont très contrôlés, en soi, si vous avez, vous, une orientation qui est non contrôlée, alors vous pouvez modifier des choses et continuer à nourrir malgré tout votre orientation autonome, malgré toutes les difficultés d'être dans un contexte contrôlé. Ça peut tout à fait effectivement vous casser et vous remettre dans une orientation, enfin, ou en tout cas vous mettre dans une orientation contrôlée impersonnelle, c'est possible. Mais malgré tout, c'est comme pour un environnement, on va dire, autonome. Dans un environnement autonome, s'il y a des personnes qui sont très fortement ancrées avec une orientation contrôlée, ils le resteront. Et ben là, c'est un peu le même principe. Même dans un environnement contrôlé, une personne qui est très fortement ancrée dans l'orientation autonome va continuer à l'être parce qu'elle va pouvoir modifier en fait quand même sa perception et les choses. Ça reste dangereux, mais parce que on peut facilement tomber dans le surcontrôlé, mais c'est possible aussi. Bon, après, il faut être vraiment bien dans l'autonomie parce qu'il y a quand même des moments où c'est très très chaud, hein. C'est très 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 chaud. Pseudo-libre, je le mets un peu de côté parce que pseudo-libre a un côté très pernicieux. Le côté pseudo-libre, en fait, c'est que en gros, on va vous dire: ah, vous avez vu à quel point c'est libre, à quel point c'est bien. On va vous vendre du rêve en vous faisant croire à l'autonomie, alors qu'en fait, il y en a strictement zéro. Et du coup, comme il y a ce côté un peu, on va dire, hypocrite, un peu traître, on peut beaucoup plus facilement se faire avoir et sans s'en rendre compte, glisser peu à peu dans le contrôle. On a vu ça avec justement une des expériences où il y avait une personne qui est rentrée complètement dans un environnement qui était pseudo-libre, en l'occurrence McDonald's. McDonald's qui te fait croire, notamment au niveau des managers et compagnie, que tu as énormément de liberté, énormément d'autonomie, alors qu'en fait, factuellement, tu n'en as pas du tout. Tu n'en as aucune. Et elle s'en est rendue compte qu'au moment où elle a commencé à faire notamment des études justement de psychologie du travail, et qu'à un moment donné, elle a dit: mais attends une minute. Mais du coup, maintenant que j'ai ces connaissances-là de psychologie du travail, du fonctionnement de la psychologie du travail et du fonctionnement des entreprises, quand je regarde mon travail au sein de McDo, en fait, on me dit que je suis libre, on me dit que je suis autonome, mais factuellement, je constate que non. Mais du coup, il a fallu quand même qu'il y ait un électrochoc comme ça pour en sortir. Et on voit en quoi c'est pernicieux ces systèmes-là qui sont pseudo-libres. Parce que justement, ils ne s'annoncent pas comme contrôlants. Ils ne jouent pas au contrôlant, ils disent au contraire: non, non, nous c'est la liberté, l'autonomie, tout ça, alors qu'en fait non. Donc ils sont vraiment beaucoup plus pernicieux. Ils sont beaucoup plus pernicieux. Je continue à bouquiner. Il y a une espèce de duel entre autonomie versus contrôle, mais entrer en guerre ouverte ne résout pas tout le problème puisque l'individu en orientation contrôlée recherche activement ce duel, notamment à cause d'une vision du monde perçue comme menaçant, concurrentiel. C'est au contraire le renforcer dans son orientation contrôlée que de céder à cette guerre, lui prouver qu'il a raison. Et ça, effectivement, c'est un truc qu'on a déjà vu tout à l'heure, pas tout à l'heure, il y a de cela quelques VOD et quelques lives pour nous. Il y avait un moment où on avait un élève qui faisait exprès de mettre un enseignant en difficulté, qui faisait exprès d'être agressif et violent, parce que justement c'était un élève qui avait une orientation contrôlée, qui du coup avait besoin d'avoir un cadre, sauf que en étant justement dans une classe et avec un enseignant qui n'était pas contrôlé, qui était justement autonome, il était perdu. Comme il était perdu, du coup il faisait en gros des bêtises, il essayait de pousser dans ses retranchements l'enseignant, pour que l'enseignant du coup rentre dans une phase, on va dire, agressive lui aussi, dans une phase où il allait le punir, et ainsi de suite, parce qu'en le punissant, alors ça lui donnait un cadre, justement, un cadre qui du coup il pouvait suivre facilement. En gros, il cherchait la confrontation. Et là, c'est ce qui est dit. Le problème avec les orientations contrôlées, c'est qu'on a besoin, en fait, on a besoin d'avoir un cadre. On ne supporte pas d'être en autonomie. Ce qui fait que même dans le cadre où on nous construit une autonomie, où on nous met en place toute l'autonomie et qu'on peut se réaliser comme on le sent, eh ben ça ne nous va pas.
puisqu'on veut du cadre. On veut du cadre qui nous dit il faut aller faire ça, précisément. Et donc, on va rentrer en duel, on va chercher le conflit, parce que par le conflit, alors l'autre va forcément, en tout cas logiquement, réagir et venir nous pousser à avoir une direction particulière, et donc avoir ce cadre contrôlant qui se réalise. Et donc, du coup, en fait, justement, toute la difficulté pour quelqu'un qui essaye de construire l'autonomie, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et c'est ce qu'avait fait l'enseignant, c'est de dire à l'élève, bah, en fait, je vois bien que tu essaies de me pousser à te punir, mais en fait, non, je vais pas te punir. Je vais pas te punir, voilà, point. Je rentre pas dans le duel, je rentre pas dans le combat, parce que justement, si vous rentrez dans le combat, vous lui donnez ce cadre contrôlant, et donc il ne peut pas se réaliser avec autonomie. Savoir qu'on est contrôlé, c'est avoir une sacrée liberté mentale. Ouais, déjà oui. Oui, complètement. Les contrôlants savent bien créer des organisations pseudo-libres avec une petite saveur de panoptique morale. Oui. J'essaye de réveiller un peu les managers avec ça, mais ouais, McDo est très malin dans son fonctionnement pour vendre les valeurs du capitalisme sans les marteler. Ouais, ils sont incroyablement forts. Ils sont incroyablement forts. Vraiment, c'est oufissime. Je continue la lecture. Si les personnes ont juste une petite orientation contrôlée ponctuelle, par exemple parce que leur ancien travail était un environnement autoritaire, que le nouveau est en puissantant, elles peuvent changer en comprenant progressivement le nouvel environnement, en quoi ces règles diffèrent, etc. On a vu que Weber est tombé dans une orientation contrôlée à un moment donné. Recherche constante de récompenses, peur des punitions, autoritarisme, jugement infériorisant les collègues, etc. Là, on est vraiment sur la personne que je vous disais justement qui travaillait à McDo. Weber, c'est la personne qui est devenue ensuite une psychologue du travail, et qui, en fait, à la base, avant ses études, était en train de travailler à McDo, et qui, pendant la première partie de ses études, travaillait toujours à McDo. Et donc là, on fait vraiment l'écho à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à ce chapitre où elle nous expliquait justement, bah, au début, j'étais comme ça, dans ce fonctionnement-là, pseudo-libre, sans se rendre compte que du coup, c'était un fonctionnement pseudo-libre. Donc je continue, on a vu que Weber est tombé dans une orientation contrôlée, à un moment donné, par la recherche constante des récompenses, par la peur des punitions, par l'autoritarisme, le jugement infériorisant les collègues, etc. Davantage dans une attitude un peu plus SDO que RWA. Et ça, en plus, ça craint. Mais cette orientation s'est estompée progressivement, dès lors qu'elle a adopté ses lunettes de sociologue, qu'elle a regardé les faits réels, tels qu'ils se présentaient. L'environnement social académique l'a aidé à retrouver son autonomie sans pour autant exercer un contrôle sur elle. L'université semblait tout à fait OK avec son projet de réhabiliter l'image de McDonald's, n'a pas cherché à dissuader de le faire, c'est elle-même qui a finalement modifié son projet dès lors qu'elle a vraiment regardé les faits. Bonjour, bonjour Joy, je suis désolé, je finissais mon paragraphe, j'espère que vous allez bien. Merci énormément pour le raid, merci beaucoup. Comment ça va bien? Comment ça se passait ce matin? Alors du coup, il faut que j'aille fermer un onglet. J'ai un onglet qui du coup est en train de me montrer moi. Parce que j'avais peut-être potentiellement un lurk. C'est possible. Je fais beaucoup du multi-lurk le matin. Souvent, je suis chez les gens. Merci énormément pour le raid, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en pleine lecture de sciences humaines et sociales. D'ailleurs, ça me fait penser que je dois avoir d'activer le chat en follow. Hop, je vous désactive le chat en follow only. Normalement, vous pouvez parler tous autant que vous êtes. Vous pouvez parler dans le chat. Bienvenue à vous. Merci énormément pour le raid. J'espère que vous allez bien et que votre matinée s'est bien passée. Donc nous, on est en pleine lecture de sciences humaines et sociales. On est en train de lire en toute puissance. Et on parle de choses très très bien. On parle de gens d'extrême droite. Non, c'est pas bien. Alors, dit comme ça peut faire peur, ne fuyez pas. Je vous jure, c'est bien. On est en train de regarder comment est-ce qu'on peut casser ces dynamiques. Du coup, c'est plutôt positif, hein. Je tiens à le préciser quand même, hein. On est sur la partie, parce qu'il y a quelques semaines, on n'était pas du tout sur ces parties-là. Il y a quelques semaines, on était juste sur un état des lieux. Voilà, comment fonctionnent des personnes d'extrême droite. C'était pas très bien. Et là, on est sur la partie où on nous dit, bon, bah maintenant qu'on sait comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour casser ces dynamiques? Comment est-ce qu'on fait pour aller pousser vers du mieux? Voilà. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est assez positif parce que finalement, on se rend compte que bah déjà, on a des leviers, malgré les environnements qui peuvent être très, très violents. On peut pousser vers du positif, on peut pousser vers des gens un peu plus ouverts et c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ça s'est bien passé ce matin. Tu faisais du dessin, non? Je crois. Il me semble que tu faisais du dessin, parce que oui, j'ai vu un petit fantôme tout à l'heure quand je passais. T'étais en train de faire un petit fantôme, je crois. T'es sur la thématique Halloween. J'espère que ça s'est bien passé ce matin. En tout cas, bienvenue à vous tous. Installez-vous. Nous, on n'est plus tout à fait le matin. Il est 11h40. Hein, on est en train d'avancer dans la journée. Tant de rimes en 1. Attends, moi je peux faire aussi du en, hein, si tu préfères. Je peux même faire quelque chose comme, voilà, ça là.
Bonjour. Ouais, je peux faire plein de rimes aussi avec ça. On aime bien le E préposal ici. En vrai, on rigole bien avec le E préposal. Si vous avez un E préposal, je suis désolé. Merci énormément pour le follow, Golavier. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Du coup, je ne vois pas trop parler, donc je vais peut-être continuer la lecture. M'en voulez pas. On est en pleine VOD d'ailleurs. Sachez que vous êtes visible sur YouTube. Voilà, YouTube vous voit. Sachez-le. YouTube vous voit. Alors, techniquement, vous voyez pas YouTube, puisque du coup, YouTube, ça sera dans un mois, quelque chose comme ça. Mais après, techniquement, si d'ici un mois, vous allez sur la chaîne YouTube pour regarder la VOD, alors à ce moment-là, vous pourrez voir vous en train de vous raider. Vous pouvez faire du raidception. C'est bizarre, je sais pas où je vais avec cette phrase-là. On va s'arrêter là. Je vais continuer la lecture. En tout cas, merci énormément pour le raid. C'est adorable. C'est vraiment adorable. On va continuer la lecture. Si jamais YouTube vous voit, mais c'est nul. Je ne dirai pas ce que je pense de ta blague. Parce que je fais les mêmes. Partant du principe que je fais les mêmes blagues, je suis un peu mal placé pour venir les juger. J'avoue que ce serait un peu déplacé. Après, je peux faire le faux cul. Hein. En soi, je peux faire hypocrisie et dire ah là là, c'est pas bien ces blagues, elles sont pas très développées. Ah là là, franchement, qui donc aurait ce genre d'idée de faire ce genre de blague là, hein, franchement. Mais non, en vrai, j'assume que je fais les mêmes. J'assume. Je dois assumer à un moment donné. Je dois assumer. Je pense qu'on a un milieu ici sur la chaîne des Fougères où on est très 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 poussé à faire ce genre de vannes. Hein. On a des gens qui sont des fiers représentants des blagues d'une qualité, je dirais pas discutable, mais d'une qualité variable. Voilà, d'une qualité variable. Il y a certains jeux de mots qui sont très recherchés, où vraiment on se dit ah quand même pas mal. Franchement, joli. Il y en a d'autres où c'est quand même un peu facile, mais on les aime bien, on aime bien l'humour. On aime bien l'humour, mais je crois qu'on n'est pas forcément les personnes les plus adaptées, les plus douées en humour. C'est peut-être le souci. C'est peut-être le léger souci. Mais on essaye, on essaye. Tous les jours, on essaye de faire des vannes. Vraiment, on continue d'être fort tenté par ça, même si on est encore une fois doué de manière assez aléatoire. Voilà. J'invoque Céron. Oui, Céron est le grand maître des blagues ici. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, je vois que Anémone est réveillé. En même temps, il est presque midi. Ça fait sens. Pour ceux qui ne savent pas, Anémone, c'est ma femme. Et là, elle est en arrêt, en fait. Elle est en arrêt maladie. Elle a eu un gros problème au dos. Elle s'est complètement coincé le dos. Et donc, du coup, elle a passé plus d'une semaine à l'IT. Et donc là, c'est sa deuxième semaine d'arrêt. Et bah, du coup, je vois qu'elle fait des bip bip sur Messenger. Donc, ça sous-entend que dans la chambre, elle est réveillée. Ou alors, il y a un chat qui est rentré dans la chambre pour envoyer des petits messages sur son Messenger, sur son portable. Mais je ne sais pas pourquoi, j'en doute. Ça me semble bizarre. Ça me semblerait étonnant. Après, mes chats sont doués pour faire des trucs assez inattendus. Mais néanmoins, quand même. Bah, je sais pas si elle est sur le chat, par contre. Autant elle a envoyé un bip bip sur... bah. Du coup, oui, elle est là. C'est bon, elle est réveillée, elle est présente. Pour de vrai, elle est là. Elle est là. Ça va? Tu as bien dormi? Tu vas bien, mon cœur? Je fais des poutous à Anémone si elle le veut bien. Bon, je pense, oui. Je pense qu'elle veut bien des poutous. Alors, est-ce qu'elle veut des poutous de type Philippe Poutou ou pas? Ça, c'est une grande question, ça. Qu'est-ce que je vous disais du coup? Merci énormément pour le raid, encore une fois. Pour vous présenter un petit peu la chaîne, parce que depuis tout à l'heure, je parle, mais je vous présente même pas la chaîne. Je vous dis même pas ce qu'on fait, nous, dans la vie de tous les jours et tout. Enfin, voilà. Vous êtes sur la chaîne des Fougères. Bonjour, je suis Résurgence pour être précis. Vous êtes donc sur la chaîne des Fougères où on fait des sciences humaines et sociales, on fait de la politique et on fait du jeu vidéo. Voilà. J'ai une chaîne assez hybride. On va pas se mentir, j'ai une chaîne assez hybride. Selon la journée, on fait pas du tout la même chose. Selon le moment de la journée, on fait pas du tout la même chose. Mais je suis là toute la journée, du lundi au vendredi, de 10h du matin, plus ou moins, à 16h, 17h, grosso merdo. Et on fait des choses bien.
On fait des choses plutôt bien. Alors, il faut absolument que je modifie mon planning parce que vous le voyez, c'est l'ancienne adresse de ma chaîne, MX Mortac, puisque j'ai changé le nom de ma chaîne il y a 2 semaines. J'avais besoin de changer mon pseudo parce que je l'ai gardé pendant très très longtemps. Il se trouve que j'ai fait mon coming out non binaire il y a déjà plus d'1 an. Et le problème, c'est que Mortac, mon ancien pseudo, est vraiment beaucoup trop centré en fait sur mon identité masculine que j'avais à la base et qui ne me convient pas. Du coup, j'ai changé de pseudo pour Esu parce que ça me convient beaucoup plus. Ça me permet d'avoir une image un peu moins connotée, en tout cas à minima dans ma tête. Peut-être que c'est pas le cas pour les gens, mais Osef, moi, ça avait besoin de le changer. Et donc du coup, j'ai changé mon pseudo, mais je l'ai pas encore changé sur le planning. J'ai complètement zappé. J'ai complètement oublié de le changer sur le planning, et je m'en suis rendu compte que tout à l'heure, quand Axel a déjà montré le planning, et je me suis dit ah oui merde, c'est vrai. Je l'ai pas changé. Et du coup, Axel, tu fais bien, hein, tu fais bien parce que ça me permet de voir qu'il y a des trucs qu'il faut que je modifie avant de les oublier. Peut-être que j'aurais oublié. Avant demain, j'aurais probablement oublié de nouveau. Mais bon, triste. Toujours est-il que, comme vous l'avez vu sur le planning, le lundi, le mercredi et le vendredi, nous faisons du jeu vidéo. Et le mardi et le jeudi, nous faisons de la science humaine et sociale et de la politique, en faisant notamment du React. Le mardi, on regarde des reportages et on échange dessus, en même temps qu'on fait de l'art. Alors généralement, c'est du puzzle, c'est de la construction de cartes de jeux de rôle, ce genre de choses, parce que je fais notamment du jeu de rôle tous les derniers vendredis du mois. D'ailleurs, au passage, c'est pas marqué dans le planning, mais tous les derniers vendredis du mois, le soir, à partir de 20h, 21h, je fais du jeu de rôle avec d'autres streamereuses, avec notamment Red Bull, Usuri, San, faut dire quand même le pseudo en entier, c'est mieux, Dovadine et Azalaïs. Et d'ailleurs, ce vendredi-là, c'est le dernier vendredi du mois. Donc là, demain, à partir de 20h, 21h, on fait du jeu de rôle sur la chaîne. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. On y est bien, on fait des bêtises et on rigole beaucoup en général. On rigole quand même beaucoup. Et du coup, le jeudi, comme aujourd'hui, on fait de la lecture de sciences sociales, de sciences humaines et sociales. Actuellement, on est en train de lire En toute puissance, qui est un livre écrit par V6. Voilà, voilà. Impatient de voir le stream de demain. Ah, mais ça va être trop bien. J'ai tellement hâte. Et c'est quoi mes réseaux? Alors, moi, mes réseaux, c'est Twitter. Je suis sur Twitter. Je poste beaucoup de caca sur Twitter. Oui, beaucoup. Je reposte beaucoup de lives de gens aussi. J'hésite pas, parce que pour moi, ça me semble assez normal quand je vois quelqu'un, un ou une amie qui lance un live, de retweeter. Je trouve que c'est quelque chose à faire. Du coup, assez régulièrement, vous avez des reposts de messages de live. Sinon, vous avez quoi comme autre réseau? Vous avez Guilded. Guilded est un réseau social un peu comme un Discord. Sur l'idée, c'est un peu comme un Discord, mais avec des fonctionnements que je trouve beaucoup plus intéressants. Il y a beaucoup plus de types de canaux différents, et notamment, vous avez aussi un contrôle des données qui est beaucoup plus intéressant, puisque sur Discord, vous avez cette petite chose qui me déplaît, qui est que tout ce qui est posté sur Discord appartient à l'équipe de Discord. Alors, ils ne l'utilisent pas souvent, mais en soi, ça me déplaît. Guilded, c'est pas le cas. Vous êtes responsable et ça vous appartient si vous postez quelque chose. Donc du coup, je trouve que déjà qu'il y a des fonctionnements un peu plus libres qui me plaisent beaucoup plus. Mais du coup, Guilded, c'est bien. En plus, on essaye de construire un espace un peu anarchiste où on prend justement ensemble des décisions sur comment faire évoluer le réseau et tout. Et c'est assez agréable. C'est vraiment un endroit plutôt cool où on fait pas mal de jeux vidéo ensemble, pas mal de multi, on échange sur les actualités, on papote beaucoup, on fait du jeu de rôle aussi. On fait pas mal de petites choses en vrai. On commence à faire pas mal de choses sur le Guilded. C'est plutôt cool. C'est plutôt très 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 cool. Que vous racontez d'autres sinon sur mes réseaux? Après, j'ai pas trop de réseaux. J'ai Mastodon techniquement où je suis inscrit, mais j'y suis un peu jamais. J'ai l'onglet qui est ouvert dans un coin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur Mastodon de base. Alors du coup, j'en rajoute pas beaucoup non plus. J'ai mes tweets qui sont retweetés automatiquement sur Mastodon, enfin qui sont remis sur Mastodon, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et je pense que du coup, je vous ai dit à peu près tout. Voilà, maintenant vous savez qui je suis. Bienvenue. J'espère que vous vous sentirez bien avec nous. Je vais continuer la lecture. Je me remets dans la lecture. On est reparti. Donc là, je vous rappelle, on est en pleine on va dire, lecture sur tout ce qui est les profils d'extrême droite, les profils, on va dire, d'autoritarisme, les profils qui sont notamment assez oppressifs. Et on est plus particulièrement sur la partie où on nous dit comment est-ce qu'on peut modifier ces profils-là. Comment est-ce qu'on peut les pousser à être plutôt dans le positif, dans l'échange, dans le fait de coopérer plutôt que d'être dans l'attaque, plutôt que d'être dans la peur.
Donc, mais si l'orientation contrôlée et générée depuis l'enfance a été validée, a été valorisée et récompensée comme étant la bonne orientation dans tous les environnements sociaux qu'a croisé l'individu, qu'il n'a appris que cela, alors l'environnement en puissantant ou donnant de l'autonomie peut être perçu comme une grande menace. L'environnement social en puisantant peut être considéré comme mettant en péril tous les piliers auxquels l'individu croit. Il peut en avoir peur, le dévaloriser, s'y attaquer, tant cela lui apparaît comme étranger, comme injouable. On pourrait presque parler d'un développement sous emprise du contrôle, qui ne donne pas les capacités d'évoluer dans un environnement davantage basé sur un autocontrôlant, un autocontrôle et sur des formes d'autodétermination. Donc là, on revient sur la même idée que de base, même si vous venez construire en fait un espace social, un espace, un contexte dans lequel l'autonomie est présente, dans lequel on pousse justement l'individu à s'écouter, à respecter les autres, à être dans les échanges, à être dans l'autonomie, et ainsi de suite. Malheureusement, si cette personne est dans un environnement où, en fait, on lui a appris, euh, d'un point de vue des codes sociaux, l'inverse, et c'est notamment le cas dans nos sociétés occidentales, très néolibérales, très individuelles, et notamment aussi très racistes, et ainsi de suite, malheureusement, en fait, ces environnements sont vus comme des ennemis. Ils sont vus comme des ennemis, ils sont vus comme des lieux dangereux qui va les mettre en péril. Parce que justement, ces personnes se sont construites sur d'autres piliers, des piliers qui sont plutôt négatifs, des piliers oppressants, que ce soit au niveau du sexisme, que ce soit au niveau du racisme, et ainsi de suite. Et donc du coup, même en construisant cet environnement dans lequel finalement, bah, la seule chose qu'on fait, c'est leur dire vous êtes libre, vous êtes libre de vous réaliser, vous êtes libre de vous écouter, de voir ce qui vous plairait, et ben en fait ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que ce qui a été validé, c'est un environnement qui est oppressant. C'est un environnement dans lequel tout est cadré, tout est ordonné, tout est contrôlé, et ils ne peuvent pas en sortir de cette vision-là, pas facilement en tout cas, à minima. Il faut énormément de travail, notamment par un contexte différent, ou en tout cas un contexte à minima au moins un petit peu poussant à l'autonomie, mais ça reste très compliqué parce que généralement ces personnes-là, qui peuvent avoir ces fonctionnements-là, sont dans des environnements qui continuent en fait de valoriser en grande majeure partie justement l'environnement contrôlé, l'environnement oppressif. Rappelons encore une fois et toujours que nos sociétés, à l'heure actuelle, occidentales, continuent à être des sociétés oppressives, racistes, sexistes, etc., qui continuent à valider ces fonctionnements-là. Même si vous avez des bassins sociaux qui se créent, admettons groupe d'amis ou autres, qui vous font un petit peu plus on va dire confiance, qui vous mettent un peu plus en confiance, qui vous mettent un peu plus de liberté, vous êtes quand même dans un environnement généralisé où ce qui est valorisé, ce qui est mis en avant, c'est l'individu, c'est l'ordre, c'est cette distinction de classe, cette distinction de race, distinction de genre, et ainsi de suite. Ça continue à être infusé à tous les niveaux par les politiques qui sont mis en place, par le discours des politiques, par les médias, par les films, par les séries, par même la musique, les livres, etc. Et donc du coup, c'est extrêmement compliqué à ce moment-là de pouvoir en faire sortir. Parce que même si vous venez créer un petit espace dans lequel il pourrait évoluer, bah, finalement, ça représente peut-être que 25% du temps. Au travail, il sera toujours dans un environnement, on va dire, violent, oppressif, contrôlant. Peut-être qu'avec sa famille, il sera toujours dans un environnement oppressif, violent, contrôlant. Dans sa vie de tous les jours, en regardant juste ce qui se passe autour, il va se rendre compte qu'il est toujours dans un environnement oppressif, violent et cadré, et ainsi de suite. Et du coup, finalement, bah, ça représente peu, ça représente très peu, et du coup, c'est d'autant plus difficile de pouvoir changer ces éléments-là. C'est pour ça, en plus de tous ces éléments-là, que c'est compliqué, notamment d'un point de vue sociétal, de casser ces dynamiques-là. Parce que comme la société a une dynamique contrôlante, encore une fois oppressive, etc., elle s'auto-maintient. Et ça devient extrêmement compliqué de pouvoir casser ce discours-là, parce que c'est un discours qui est dominant, qui est infusé à tous les niveaux. Et pour pouvoir le mettre, on va dire, en échec, il faudrait qu'une grande majeure partie de ses composants puissent mettre ce discours-là en échec. Et on le constate, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment du tout le cas. Donc on est vraiment sur des dynamiques qui peuvent faire assez peur à cause de leur taille, à cause de leur force, et qui ne nous poussent pas vraiment dans le bon sens. Je continue. Autrement dit, la solution radicale que je perçois ici serait de changer une majeure partie des environnements. Pardon, mais ça me fait rire, j'ai l'impression d'être un prophète.
Autrement dit, la solution radicale que je perçois ici serait de changer une majeure partie des environnements pour que, dès le début de la vie de l'individu, il puisse côtoyer au moins un environnement en puissant temps, que cela soit dans un environnement amical, amoureux, familial, scolaire, au travail ou dans des environnements culturels, afin que le comblement de l'autonomie puisse être ressenti et compris comme nourrissant, au moins une fois, ainsi que le comblement de la proximité sociale ou de la compétence. Et cette solution ne vaut pas que pour les individus ayant la malchance d'être tombés sur uniquement des environnements contrôlants, mais aussi ceux qui ont la chance d'avoir eu des environnements empuissantants. Les environnements contrôlants, autoritaires, peuvent littéralement détruire les graines d'autodétermination d'altruisme chez une personne. Surtout si celle-ci, par la suite, ne retrouve plus aucun environnement autodéterminateur. Son potentiel peut être ravagé par ces expériences négatives. C'est donc important pour tout le monde qu'il y ait plus d'environnements empuissantants que de contrôlants. Tous les enfants dans une école Montessori, par exemple. Quelle joie. Cependant, nos exemples d'obstacles, de confrontation et de construction vont nous amener à d'autres solutions étonnantes qui, à partir d'offenses, parfois graves, mettent en place des processus réparateurs et transformateurs chez l'individu et ou son collectif. Et celles-ci sont liées à des formes de justice. Avant cela, nous allons voir comment le système pénal classique renforce l'orientation contrôlée de certains de ses acteurs jusqu'à créer ce qu'il est censé combattre, à savoir la violence et l'injustice. Ça fait combien de temps la VOD au fait? Question existentielle s'il en est. La VOD, on l'a lancée un petit peu avant 11 h et il est midi. Est-ce qu'il reste beaucoup ici? D'accord, bah je vais finir ça du coup. Je vais finir ça et on coupera la VOD là-dessus. Si on filtre ceci avec ce qu'on a vu précédemment, dans la pâtisserie, donc un des événements qu'on avait vu dans une précédente partie, le sapage des besoins orchestré par la patronne, par ses interdits, par ses humiliations, était propice à susciter une orientation contrôlée, voire une orientation impersonnelle. Avec les bullshit jobs, l'insensé, l'absence de possibilités épanouissantes, les conditions d'ennui imposées étaient plus propices à mettre une orientation impersonnelle. Au McDonald's, le système hiérarchique, à compétition, à conditionnement, voire à sapage des besoins, était propice à susciter une orientation contrôlée, voire impersonnelle, dans le cas de harcèlement que nous avons vu. À HP, la pseudo-liberté du système avait pour conséquence que les employés compartimentaient et introjectaient les contrôles et étaient en orientation contrôlée, voire impersonnelle, pour les morts vivants. Et merci, et pas oui, merci énormément pour le follow, bienvenue à toi. Chez les incels, leur vision du monde à orientation fortement contrôlée encourageait à détruire tout espoir, à supprimer toute orientation autonome concernant les relations chez leurs membres. Le côté black pill est une façon d'encourager une orientation impersonnelle. Désobéissance altruiste, on voyait des exemples d'orientation autonome appliqués dans des environnements contrôlants. Favi, on voyait une structure faisant tout pour permettre l'émergence de l'orientation autonome et qui la soutenait. Alvarez, on voyait une structure scolaire faisant tout pour permettre l'émergence de l'orientation autonome et qui la soutenait. On voyait aussi comment elle faisait pour que des enfants en orientation assez contrôlée retrouvent leur autonomie. Quest to Learn, là aussi la structure permettait l'émergence et le renforcement de l'orientation autonome, notamment le système d'évaluation qui permettait d'éviter de susciter l'orientation contrôlée, les niveaux de boss qui étaient comme une ode à la puissance d'agir de l'orientation autonome, sur la facette courage à tenter des défis et à résoudre des problèmes importants. Donc là, en fait, tout simplement, on a fait un récap par rapport à différentes expériences qu'on a vues donc, dans les précédentes parties. Je ne reviendrai pas forcément dessus parce qu'on a des VOD entières sur chacun de ces éléments. Donc pour le coup, ça me semblerait un peu inadéquat de revenir dessus. Mais on voit quand même que y a pas mal d'éléments et qu'avec tous ces éléments qu'on vient de voir justement dans la précédente partie, il y a des pistes de travail. À la fois, il y a des pistes de compréhension, notamment si on prend les incels, on se rend bien compte que les incels, du fait même de leur fonctionnement, vont casser vraiment les possibilités pour eux d'aller vers de l'autonomie, d'aller vers justement des dynamiques plus positives. Ils s'empêchent eux-mêmes, ils s'oppressent, c'est ça le truc qui est ouf en fait. On est sur des dynamiques où ils vivent en souffrance, mais ils se bloquent toute possibilité d'en sortir. Et du coup, cette souffrance maintient la souffrance et font qu'ils produisent énormément de comportements plus que discutables et extrêmement violents, oppressifs, voire parfois des passages à l'acte d'une gravité assez violente, parce qu'il y a quand même des incels qui vont faire des tueries. Encore une fois, rappelons-le, on est sur des personnalités qui vont commettre des meurtres
donc c'est quand même chaud patate, quoi. Et le truc, c'est qu'ils se maintiennent dans dans ce fonctionnement-là. Ils pourraient aller vers du positif, mais leur fonctionnement même les empêche d'aller vers du positif et les maintient dans ce bassin, on va dire, vraiment de souffrance et de violence qui, à la fois, produit des violences sur eux, comme les pousse à produire de la violence sur les autres. Et c'est vraiment un fonctionnement où on se dit, mais c'est incroyable. On comprend comment ça marche, on voit comment ça marche, et pourtant, malgré tout, personnellement, je suis là en train de me dire, mais je comprends pas que ça soit possible. Enfin, je comprends comment ça fonctionne, je vois comment ça fonctionne, je vois la dynamique, mais what the fuck, quoi? Pourquoi est-ce que ça marche? Ça devrait se casser la gueule. Enfin, les gens sont en souffrance, les mecs se maintiennent eux-mêmes en souffrance. Pourquoi est-ce qu'à un moment, il n'y en a pas un qui se dit, ah, quand même, ça fait mal de se faire du mal, venez, on arrête. Vous voyez? T'as envie de te dire, mais quand même, pourquoi vous n'avez pas envie d'aller vers du positif? Pourquoi vous n'avez pas envie de vous ouvrir aux autres? Et en même temps, c'est le format même du système dans lequel ils sont qui leur permet pas de faire ça, qui les met dans une vision absolument horrible de la société et des environnements sociaux. Mais c'est à la fois c'est vraiment flippant et décourageant, et en même temps on a les autres pistes de travail qui nous montrent que quand même on peut avoir un impact dessus. On peut non seulement avoir un impact dessus, mais il en faut pas forcément tant que ça finalement d'efforts pour pouvoir faire sortir de certains de ces fonctionnements. Pas forcément de tous, pas forcément tout le monde, mais avec un peu de chance, avec un bon contexte, on peut casser cette dynamique-là et aller vers beaucoup plus du positif, et des personnes qui commencent à développer de l'empathie, qui commencent à développer du respect pour autrui, qui commencent à sortir de ces thématiques de violence, violence vers eux-mêmes, violence vers les autres, et c'est quand même assez positif. C'est quand même quelque chose qu'il faut retenir, je pense, vraiment, c'est que on peut casser ces dynamiques. Elles ne sont pas des dynamiques qui sont monolithiques et qui sont indestructibles. Au contraire, autant il y a des profils où c'est très compliqué, clairement, et on ne pourra pas forcément casser ces dynamiques chez tout le monde, ça c'est certain. Autant la grande majeure partie, on peut le faire. Et c'est juste aussi une question de contexte qui fait que bah, malheureusement, ils n'en sont pas sortis pour le moment. Mais on peut le faire. Bref, on coupera cette VOD là-dessus et on entamera la prochaine soon TM pour lire Obstacles, discrimination et violence dans la police. Ça a l'air bien. Hein. Petite fleur de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette VOD. On se dit à très bientôt pour la suite. Des bisous. Ciao ciao ciao.